Il est tout juste 19h30 heure d'Alger, vous regardez Al 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Au Maroc, les Marocains appellent à la démission du gouvernement. Après une nouvelle journée de mobilisation, les Nations Unies et l'Union européenne s'indignent face à la violence de l'appareil sécuritaire du Marzen et demandent une enquête sur la mort de 3 jeunes manifestants. Plusieurs blessés et des morts enregistrés dans plusieurs villes du Maroc. Parmi les manifestants, les Nations Unies appellent au respect de l'état de droit. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères algérien co-préside la session extraordinaire sur le renforcement du système multilatéral dans le traitement des questions de paix et de sécurité mondiale. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, on entame ce journal avec cette information. Les Marocains ont appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à la démission du gouvernement Arnouch qui a appelé au dialogue plus tôt dans la journée après une 6e soirée consécutive de manifestations marquée mercredi par des violences meurtrières de la part des forces de la gendarmerie royale. Ces manifestations font face à un déferlement de violence de la part des forces de l'ordre marocaines qui déploient d'énormes moyens afin de réprimer ce mouvement pacifique. D'autres rassemblements pacifiques ont eu lieu à Casablanca, Marrakech et Agadir. Avant cette nouvelle soirée de mobilisation, le collectif Génération Z 2012 a souligné le rejet de toute forme de violence et exhorte les manifestants à respecter le caractère pacifique du mouvement. Le collectif de jeunes Marocains, initiateurs des manifestations contre la situation socio-économique et la corruption dans le royaume, a appelé à la démission du gouvernement à l'issue d'une 6e soirée consécutive de protestations marquée par une répression brutale ayant fait au moins 3 morts. Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé la montée des tensions au Maroc dans un contexte de répression violente des manifestations pacifiques par les forces marocaines ayant déjà coûté la vie à 3 jeunes citoyens, dont 2 qui ont été tués par les balles de la gendarmerie royale. Le secrétaire général déplore les violences survenues lors des récentes manifestations au Maroc, a déclaré son porte-parole lors d'une conférence de presse appelant à ce que les manifestations se déroulent de manière pacifique. Les Nations Unies ont par ailleurs demandé l'ouverture d'une enquête transparente sur la mort de 3 jeunes Marocains dans la ville de El Qli'a, sans oublier les centaines de blessés signalés pour l'heure durant les manifestations pacifiques du mouvement Génération Z 2012 qui se poursuivent depuis une semaine. Les autorités marocaines réagissent en activant l'appareil sécuritaire répressif face à la mobilisation populaire dans la rue. Il est déplorable de voir cette violence lors des manifestations. Il est vraiment regrettable que, selon les rapports, au moins 3 personnes ont été tuées de notre côté. Nous demandons une enquête indépendante et transparente afin d'établir la responsabilité de toute personne ayant violé le droit des citoyens à manifester pacifiquement. De son côté, l'Union européenne a appelé vendredi toutes les parties prenantes à maintenir le calme au Maroc à la suite des manifestations pacifiques réprimées violemment par le régime du Marzen. L'Union européenne dit reconnaître l'importance de la participation des jeunes à la vie publique et appelle au maintien du calme. Et dans le reste de l'actualité africaine, zoom sur l'isolement diplomatique de la junte de Bamako qui s'est approprié le pouvoir au Mali. Des experts ont souligné que le discours prononcé par le représentant du gouvernement putschiste malien à l'Assemblée générale de l'ONU attaquant l'Algérie n'était qu'une diversion grossière visant à masquer les échecs flagrants.
À la suite d'une énième attaque Premier ministre du gouvernement putschiste de Bamako contre l'Algérie, à l'Assemblée générale des Nations unies, des experts et des voix libres maliens et étrangers montent au créneau contre les tenants du gouvernement illégitime et usurpateur de la Constitution et de la volonté politique du peuple malien. Ils affirment que les manœuvres désespérées des putschistes visent à masquer les échecs cuisants des militaires au pouvoir. Le peuple malien dans sa majorité était reconnaissant envers l'Algérie qui a consenti d'énormes efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans leur pays. Je salue la réponse forte d'Ahmed Attaf lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Je suis particulièrement heureux de voir que dans son discours, le ministre des Affaires étrangères algérien reconnaît que le peuple malien ne mérite pas la gouvernance actuelle et le calvaire qu'il endure par la faute, malheureusement, d'une junte qui s'accroche désespérément au pouvoir et n'arrive pas à produire des résultats satisfaisants pour les populations. De son côté, la chercheure au Centre d'études africaines de l'Université de Porto, Portugal, Isabelle Lourenço, a fait observer que les militaires putschistes précipitent le Mali dans l'isolement. Au Mali, il faut constater que les autorités militaires cherchent avant tout à isoler le pays et la population en privilégiant leurs propres intérêts personnels. Ces stratégies, loin de renforcer la stabilité, contribuent au contraire à fragiliser la société et à accentuer les questions internes. En définitive, l'isolement mené par les dirigeants militaires devient en lui-même un facteur d'instabilité qui compromet l'avenir du pays. Dans son allocution prononcée lundi lors du segment de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf avait affirmé que la République du Mali ne peut être réduite à une junte qui n'envisage l'avenir de son pays qu'à travers le prisme de s'accrocher au pouvoir et de dominer son peuple, en soulignant également que ce pays frère est bien au-dessus de tous ces putschistes conspirateurs. Attaf a assuré que la main de l'Algérie reste tendue, ses efforts demeurent constants et son réservoir de patience n'est pas et ne sera jamais épuisé pour faire prévaloir les liens qui l'unissent à ses frères maliens, des liens qui restent inébranlables par de tels facteurs conjoncturels malgré leurs effets néfastes et la bassesse de leurs auteurs. Et dans une vidéo diffusée par la flottille Global Soumoud qui tentait de briser le blocus sioniste sur Gaza, le petit-fils de Nelson Mandela, Zwelivel Mandela, a lancé un appel à sa libération avant son enlèvement par les forces sionistes qui ont intercepté la flottille alors qu'elle s'approchait des côtes de l'enclave palestinienne à l'encontre de toutes les règles du droit international, suscitant la condamnation du monde entier. En l'écoute. Je m'appelle Nkosi Zwelivelile Mandela. Je suis citoyen de la République d'Afrique du Sud. Si vous recevez cette vidéo, cela signifie que nous avons été interceptés et enlevés par l'État d'apartheid d'Israël. Je vous demande de demander à notre gouvernement de faire pression pour ma libération immédiate. Et 14 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque menée par des miliciens contre un camp de déplacés dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est à noter que la RDC traverse l'un des conflits les plus lents et les plus complexes, entraînant une grave crise humanitaire avec 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon l'ONU. Direction ce soir le Madagascar où de jeunes manifestants ont continué à affronter la police dans la capitale ce vendredi, une semaine après que le mouvement ne se soit répandu dans les rues, constituant le plus grand défi pour le président André Rajoelina qui a dissous le gouvernement plus tôt dans la semaine dans le but d'apaiser la colère de la population. Mais cette décision n'a pas vraiment répondu aux réclamations qui ont initialement éclaté dans la capitale au sujet de l'aggravation des pénuries d'eau et des pannes de courant. Ces manifestations sont devenues la plus grande vague de troubles que Madagascar ait connue depuis 2009.
Et en Centrafrique, le président sortant Faustin Archange-Touadéra a officiellement déposé jeudi sa candidature. Son dossier a été remis au siège de l'autorité nationale des élections à Bangui. Le peuple voulait absolument être rassuré que mon dossier de candidature soit déposé aujourd'hui. C'est chose faite, a-t-il déclaré à la presse. On l'écoute. Je voudrais vraiment remercier le peuple centrafricain pour son soutien, pour tout ce que le peuple a fait pour m'encourager dans cet engagement. Et le reste, c'est le 28 décembre. C'est le 28 décembre. J'espère que tout cet engagement, ce soutien-là pourra se concrétiser dans les urnes. Mais je suis confiant. Quelques 40 000 agents des forces de défense seront déployés sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire à partir du 5 octobre pour assurer la sécurisation de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. La décision a été prise jeudi par le Conseil national de sécurité réuni à Abidjan sous la présidence du chef de l'État. Alassane Ouattara. L'annonce intervient à moins de 8 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale prévue du 10 au 23 octobre prochain. Et au Nigeria, le nombre de décès dus à l'épidémie de fièvre de Lassa est passé à 166 depuis le début de l'année, selon les autorités sanitaires, prévenant que les retards dans les traitements et la sensibilisation insuffisante favorisent la propagation de la maladie. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies du pays a déclaré dans sa dernière mise à jour, plus de 800 cas confirmés avaient été signalés entre janvier et septembre de l'année en cours, attribuant l'augmentation du nombre de décès à une prise en charge tardive et à un comportement inadéquat en matière de santé, souvent lié au coût élevé des traitements. La bataille d'Issine, survenue entre le 3 et le 5 octobre 1957 dans la région frontalière algéro-libyenne, demeure l'une des étapes phares de la glorieuse révolution nationale. Elle illustre la profondeur de la cohésion entre les deux peuples frères face aux affres de la colonisation française exprimée par le sang versé dans un combat commun. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Du 3 au 5 octobre 1957, une page héroïque de la révolution algérienne s'inscrivait dans le sable brûlant de la frontière sud-est du pays. La bataille d'Essine, peu connue du grand public, est pourtant l'un des événements les plus marquants illustrant l'union indéfectible entre les peuples algériens et libyens face au colonialisme français. Essine, petite localité libyenne proche de la frontière algérienne, jouait un rôle clé comme base arrière pour les Moudjahidines. La Libye apportait un soutien total à la révolution algérienne, y compris par la participation directe de combattants libyens. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie... Face à cette coopération transfrontalière, les forces coloniales françaises déclenchèrent une offensive majeure pour démanteler ce soutien. La bataille d'Essine vit l'intervention de plusieurs unités françaises, mais les Moudjahidines, épaulés par des combattants libyens, opposèrent une résistance farouche. Le combat fit de nombreux martyrs dans les deux camps de la résistance, mêlant le sang algérien et libyen dans une même quête de liberté. Essine reste aujourd'hui un symbole puissant de la fraternité algéro-libyenne. Elle rappelle que la révolution algérienne n'était pas une lutte isolée, mais une cause africaine et arabe partagée. La bataille incarne cette alliance populaire, militaire et spirituelle entre deux peuples liés par l'histoire, le sang et la volonté de l'indépendance. Au volet diplomatique algérien, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Barty Mansouri, a co-présidé en compagnie du ministre norvégien des Affaires étrangères la session extraordinaire sur le renforcement du système multilatéral dans le traitement des questions de paix et de sécurité mondiale dans le cadre de sa participation aux travaux de la 22e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques en République du Zimbabwe. Mansouri a souligné que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU constitue une priorité urgente pour assurer une représentation juste
permanente de l'Afrique et pour remédier à l'exclusion historique dont elle a souffert, notamment en achevant le processus de décolonisation sur le continent africain. Autre point abordé, l'importance d'activer la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le financement des opérations de maintien de la paix menées par l'Union africaine a également été soulignée, tout comme la nécessité de soutenir les partenaires, en particulier les pays nordiques, pour en faire un outil pratique de consolidation du principe d'intégration entre l'Union africaine et les Nations unies et de promotion de solutions africaines aux problèmes africains. Un mot d'économie, retour ce soir sur l'activité du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a présidé hier une rencontre avec les opérateurs économiques pour la consolidation de la réussite de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Objectif, passer à l'étape suivante et concrétiser les contrats signés. Le point avec Khaled Batache. L'édition 2025 de l'IATF couronnée de succès grâce à l'action des opérateurs économiques algériens du produit national érigé en ambassadeur pour un pays à la stratégie très offensive en ce qui concerne la diversification économique et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Des points rappelés par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre qu'il a réunie avec ces mêmes opérateurs afin de les inciter à passer à l'étape suivante, celle qui consistera à transformer l'essai et concrétiser les accords et contrats signés pour un montant de 11,4 milliards de dollars. فجاء وقت التركيز والتطبيق لكل ما اتفقتم عليه مع أشقائنا الأفارقة وغيرهم. إذن لازم استمرارية في العلاقات. وأظن أن اللي زاروكم واللي اتفقتوا معاهم واللي مضيتوا معاهم ينتظروا كذلك في خطوات أخرى باش تتصلوا بهم، ربما تعزموهم لمرة أخرى يعاودوا يجوا، تبقى علاقات دائمة بيناتكم، ماهيش علاقات ظرفية مضينا وبقى على خير. لأن مكانة الجزائر تقتضي أن يكون مستقبلا انطلاقا من هذا المعرض أن يكون تواجد نتاع الجزائر فعلي ومكثف في كافة إفريقيا. Le président algérien estimait que le nombre important de contrats signés lors de cette édition prouve que les partenaires ont trouvé dans notre pays un climat d'investissement propice, et ce grâce aux industriels et aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets. À cela s'ajoute la haute qualité des produits algériens, poursuit le président, relevant que la foire était un véritable catalyseur permettant d'envisager la promotion de domaines plus vastes dont les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, et de concrétiser davantage d'initiatives d'investissement. C'est que ça a donné une visibilité très importante de l'Algérie sur le continent africain. Les Africains ont découvert la production algérienne et on le voit à travers les chiffres qu'a engrangé l'industrie algérienne en termes de contrats conclus qui a été de plus de 11,4 milliards de dollars et en intention de contrats qui vont survenir probablement les 2-3 prochaines années avec plus de 11,6 milliards de dollars. Et au-dessus de tout ça, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des contacts avec des entreprises africaines qui ont, comme je vous l'ai dit, découvert le produit algérien, découvert les produits qu'a connu le produit algérien, autant sur le plan qualitatif, autant sur le plan technologique. L'étape suivante se joue donc en aval de l'IATF, une manière de renforcer l'image de l'Algérie et préserver sa crédibilité sur le plan économique dans le but de s'installer durablement sur le marché africain et conférer au produit national la compétitivité nécessaire à la bataille économique sur le continent africain. Et avant de clôturer ce journal, direction l'Afrique du Sud, de nombreux touristes observaient les pingouins se dandiner le long de la plage et le point culminant d'un voyage dans ce pays. Mais les chercheurs avertissent que derrière ce charme, l'espèce est en voie de disparition. Leur nombre est passé de millions dans les années 1900 à moins de 9000 couples reproducteurs aujourd'hui. En 2024, le manchot
le manchot africain a été classé comme espèce en danger critique dans la liste rouge des espèces menacées de disparition. La Fondation d'Afrique australe pour la conservation des oiseaux côtiers prévient que si le déclin actuel se poursuit, l'espèce pourrait disparaître en seulement 10 ans. Regardez. Les nids artificiels sont utilisés pour réduire l'exposition des manchots aux intempéries pendant la reproduction, notamment en cas de conditions météorologiques extrêmes, et pour les protéger des prédateurs. Ils sont ainsi moins exposés à l'extérieur, ce qui facilite la reproduction et la protection de leurs poussins et de leurs œufs. Ce que j'ai appris sur la situation des manchots m'a profondément touchée. Je n'aurais jamais imaginé que notre comportement puisse être aussi menaçant pour cette espèce autrefois de grande taille. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.